Dans la ville de Dechy, du bassin minier situé au nord de la France, il y a un petit musée de la mémoire sociale. Il recueille des objets ayant appartenu aux mineurs et aux habitants de la ville. Mais le musée évoque surtout le rôle de Célestin Leduc dans la résistance. Mais qu'est-ce que Célestin Leduc a-t-il fait pour la France? Pourtant né à Guénin en 1887, Célestin Leduc est un habitant de Dechy. En 1914, il est réquisitionné pour participer à la Première Guerre mondiale, mais il est fait prisonnier par les Allemands à 27 ans, le 7 septembre 1914. Sa femme a reçu de ses nouvelles grâce à des cartes postales. Mon grand-père, dès le début de la Première Guerre mondiale, a été fait prisonnier, ici même, conduit à Maubeuge, dès le début de la guerre. Il a passé 4 ans en Allemagne. Et il s'était procuré un dictionnaire français-allemand qui est là, sur lequel il avait inscrit au crayon de bois, bien sûr, ses noms et prénoms. Célestin retrouvera en décembre 1918 un Dechy ruiné par l'occupation allemande. Célestin Leduc ne peut plus travailler dans les mines à cause des dégâts de la Première Guerre mondiale. Il se fait donc embaucher par un fabricant de cloches à Saint-Lenoble pour nourrir sa femme Irma et ses 2 enfants Émilienne et Paulette. Il savait déjà, dans sa tête, il savait déjà que les Allemands allaient revenir. Pour lui, c'était évident. Il savait, comme c'était un homme politique, un peu, il avait suivi. Et le traité de Versailles en 1919 l'avait beaucoup frappé. Donc il savait que suite à ce traité de Versailles, les Allemands ne s'en tiendraient pas à rester comme ça et reviendraient. Parce qu'il savait que les Allemands étaient ce qu'on appelait à l'époque assez revanchards. Il avait été élu au conseil municipal de Dechy, seul élu de gauche, dans un conseil municipal d'exploitants agricoles. Il était aussi au prud'homme à Douai, donc il défendait beaucoup déjà la vie de l'ouvrier. Donc lorsque cette guerre s'est déclenchée, il a su tout de suite que c'est l'ouvrier qui allait souffrir le plus. En 1919, il est élu au conseil municipal et 2 ans après, il dirige l'union locale de Douai. Il deviendra ensuite un membre important de l'organisation syndicale du Parti communiste en 1922. Finalement, Célestin obtient la gestion de l'estaminet au 23 rue Jules Guesde à Dechy, car les communistes ont des difficultés à trouver du travail. Beaucoup de mineurs, le café ouvrait à 4 h du matin. Les mineurs partaient travailler, ils entraient. Café, avec la goutte, ou genièvre. Je me souviens, il y avait les genièvres de l'os, et après un vambrochy, on appelait un vambrochy, le deuxième genièvre. Oui, voilà. Alors on est un peu en retrait par rapport au centre-ville, mais on est sur le passage des mineurs entre la cité minière et les puits de mine. Donc automatiquement, il y avait du passage le matin, comme a dit Gérard, très tôt, mais aussi le soir quand il repassait. Donc il voyait les gens 2 fois par jour. Il écoutait, il parlait beaucoup, et il écoutait ce qui se passait, comment les gens souffraient un peu du travail, parce que bon, se lever à 4 h du matin, aller travailler au fond de la mine jusqu'au soir, ne pas voir le jour, travailler dans le noir, remonter, aller se coucher, aller se laver, se coucher, parce que le lendemain à 4 h il fallait se lever. Les gens se plaignaient beaucoup de cette vie. Et Célestin les écoutait. Il écoutait, et il essayait de les rassurer, il avait de la compassion. D'après ce que j'ai entendu, il leur offrait même le café, où il ne les payait pas forcément toujours. Il aimait cette situation. En 1939, Hitler attaque la Pologne, la Seconde Guerre mondiale venait de débuter. Mai 1940, les Allemands envahissent la France. Comme des milliers de Français, Célestin Leduc évacue Dechy, mais il est bloqué avec sa famille à Saint-Paul-sur-Ternoise, car les Allemands ont bloqué toutes les routes. Ils sont obligés de faire demi-tour. Le 29 mai, ils sont de retour à Dechy. Pendant leur absence, l'estaminet qu'ils avaient loué n'a pas été détruit, il a été pillé. Les Allemands commencent à occuper Douai et les alentours. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi. Il a toujours été militant politique et syndical. Alors, c'était vite fait, dès juin 40, tout s'est organisé ici, uniquement. Il y avait 80 bistrots à Dechy. 80.
dans toutes les communes, c'est le seul lieu de vie. C'est très facile, avec beaucoup de jeunes. Certains Polonais sont revenus ici en 2015. Jan Skowron, Zygmunt Włodarczyk qui sont revenus de Varsovie. Ils étaient nés à Dovchi. Je ne sais pas si c'est vraiment un choix qu'il a eu. C'est la suite, c'est le déroulement des choses qui a fait, comme il était très connu, on s'adressait à lui. Quand les Allemands sont arrivés, il y a forcément un moment de panique. Les gens se demandent ce qui va se passer. Et lui, comme Célestin, il avait déjà une cinquantaine d'années, il était posé. Il savait comment parler aux gens. Et automatiquement, il a eu des contacts extérieurs. Du fait que c'était un peu un homme politique, il a eu des contacts. Et son café a été choisi, comme il était en dehors du centre-ville où se tenait la commandanture, ce café a été un peu choisi pour faire des rencontres. Et notamment par des personnes extérieures qui déjà voulaient aussi déclencher ce qu'on allait appeler la résistance, comme Martha Desrumeaux, l'a contacté pour faire une réunion ici, et Célestin Leduc a contacté tous les jeunes qui voulaient bien s'engager. Vous êtes dans le café, mon grand-père Célestin Leduc organisait la résistance de juin 1940 au 13 septembre 1941, pendant 15 mois. Pourquoi juin 40? Parce que les Allemands sont arrivés à Dovchi en juin 40. Ils ont réquisitionné des grands logements des houillères nationales. Ils ont installé toute leur garnison. Commandanture sur la route nationale, grande propriété des houillères. Rue du 8 mai, les officiers allemands. Devant la salle des sports de l'Aune, 3 logements d'ingénieurs des mines réquisitionnés pour les sous-officiers. Et les hommes de troupe étaient logés chez l'habitant, au centre-ville, une trentaine d'hommes au total. Juin 40, les résistants étaient ici, mon grand-père tenait le café, à des tables il y avait tous les résistants, des jeunes, 18-20 ans, mineurs pour la plupart, venus des cités minières des environs, des Polonais, beaucoup de Polonais, des Italiens, des Tchèques, des Hongrois. Célestin Leduc fut un résistant de la première heure. Comme l'ont témoigné ses amis Georges Dubois et Henri Semaille, Célestin a participé à la résistance en tant que responsable. Malgré que la commandanture fut proche de chez lui, Célestin n'hésitait pas à stocker du dépôt d'armes et d'explosifs récupérés lors de l'exode. Il a également participé au déclenchement de la grève des mineurs contre l'occupant, en les incitant à arrêter le travail de mai à juin 1941. Les Allemands sont là depuis quelques semaines, donc il y a déjà une décision de prévenir et d'informer les gens. Donc la première chose à faire, c'est des tracts. Alors je suis assis exactement à l'endroit où se fabriquaient ces tracts. Donc sur la machine que vous voyez derrière moi, une personne tapait les tracts, ensuite on les polycopiait, faisait une photocopie, qu'on disposait sur cette table, à peu près aux endroits que vous voyez où il y a des tracts actuellement. Et ensuite, ils s'en allaient, et la nuit, d'autres résistants venaient ici ramasser les tracts et les distribuer. Donc le souci, c'est qu'il fallait bien sûr travailler la nuit, hein, parce que le jour c'était trop dangereux, du fait que le café qui était en haut, même des Allemands rentraient dans le café, hein, puisqu'ils occupaient, donc ils vivaient dans la vie civile française, effectivement, comme on n'était plus en guerre, et donc tout pouvait s'entendre. Parmi les résistants, il y avait toujours un musicien, parce qu'avant-guerre, il y avait énormément de groupes musicaux pour faire des balles. Donc lorsque les patrouilles allemandes passaient, il y avait un résistant qui était à l'extérieur, qui prenait le résistant qui était à l'étage, et c'était le musicien qui se mettait au piano pour jouer assez fortement, qui était pensé. Il ne fallait rien laisser de côté. Malgré ça, il y a quand même eu certains qui se sont fait prendre, mais jamais dans la cave. Ça a souvent été la personne qui distribuait, qui se faisait prendre, parce que elle n'apercevait pas la patrouille au moment où elle arrivait, parce que les personnes qui distribuaient étaient livrées à eux-mêmes, étaient suivies par ce fameux groupe
organisation spéciale de combat, mais c'était, en général, il fallait savoir courir. 13 septembre 41, 5h moins 10 du matin, une trentaine d'hommes ont arrêté un dangereux terroriste. Mon grand-père avait 52 ans, il avait une forme d'asthme, il ne pouvait pas courir. Une trentaine d'hommes armés pour l'arrêter. Grande mise en scène. Célestin Leduc a été dénoncé par un habitant de la ville. Il a été prévenir le maire. Alors il faut savoir que les maires, à l'époque, n'étaient pas élus. Les maires qui existaient jusqu'en 40, qui avaient été élus en 39, ont tous été démis de leurs fonctions et remplacés par des collaborateurs du gouvernement de Vichy. Donc le maire de Vichy, comme toutes les villes des alentours, avait été placé par le gouvernement et non pas élu. Donc le collaborateur, enfin la personne qui a dénoncé Célestin Leduc a été prévenir le maire, qui bien sûr tout de suite a prévenu la police, le parquet de Douai, qui eux ont prévenu la Gestapo. Ils l'ont emmené à la maison d'arrêt de Douai, pour ainsi qui existe toujours. Ensuite à la caserne Négrier à Lille. Le 6 janvier 1942, il a été transféré à Lille dans l'école Saint-Jean, rue Négrier. Dans ce local, j'ai pu le voir une fois par quinzaine. Il m'a fait part qu'il avait été battu par la police allemande. Il ne m'a pas donné le nom de ces policiers. Et ensuite en Belgique pendant 3 semaines, à Louvain, près de Bruxelles, d'où on a extrait le 14 avril 1942 au matin 35 otages politiques pour les emmener au fort du Vergalan de Varbochy, près de Lille, pour les fusiller. 35 fusillés le soir même, 14 avril 1942. Les corps jetés dans une fosse commune, retrouvés, et les corps retrouvés en novembre 1944, 2 ans et demi plus tard. Dans sa veste, qu'on a rendue après ça, l'exécution qu'on a rendue à ma grand-mère, d'après le rapport du commissaire de police qui remettait les effets aux familles de chaque fusillé, mon grand-père avait mis un papier dans la poche, plié en 4, sur lequel il avait inscrit, pour ma grand-mère, « Tu peux rassurer les amis, je n'ai jamais parlé. » J'ai mis en évidence le courage d'un homme qui installe la résistance à 300 mètres à vol d'oiseau de la commandanture. 300 mètres. Le courage d'un homme qui jette tous les papiers de la résistance dans les toilettes extérieures du café dans la cour, quand il savait qu'il allait être arrêté. Si les Allemands avaient mis la main sur tout ça, quel carnage! Le courage d'un homme qui, sachant qu'il allait l'arrêter, ne prend pas la fuite. Il aurait pu fuir, s'en aller. Que serait devenue son épouse et ses 2 filles, dont ma mère qui avait 21 ans à l'époque? Pour les 3 femmes, ça aurait été direction Ravensbrück, le camp de concentration des femmes. À coup sûr. Et moi, je ne serais pas là, je n'aurais jamais vu le jour. Je ne serais pas là. Dès qu'il y a eu la libération, dans la population pensait plutôt aux troupes britanniques et américaines qui avaient libéré le pays. Et ce n'était pas encore ancré dans la tête des gens que la résistance avait participé énormément. Après sa mort, sa femme demande qu'il obtienne le titre de résistant, mais contre toute attente, le titre de résistant lui est refusé le 29 août 1955 pour faute de preuves. Cependant, il acquiert le titre d'interné politique, mais c'est le 3 décembre 1955 que Célestin obtient sur son certificat de décès la mention « Mort pour la France ». Aujourd'hui, Célestin Leduc est reconnu comme résistant. Mais l'enseignement qu'il faut tirer de tout ça, c'est que on a besoin de personnes
qui sacrifient leur vie, qui pensent, qui mettent de côté leur intérêt propre, personnel, pour pouvoir monter, je dirais, pas une ambiance, mais une volonté de liberté, se dire, si on reste tout seul dans son coin, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un fédérateur, voilà, je cherchais le mot, un fédérateur pour entraîner les gens à penser autrement. Parce que être isolé, se refermer sur soi-même, l'histoire nous l'a montré depuis, je dirais même des siècles, hein, l'histoire de France, renfermer sur soi-même n'apporte jamais rien de bon. Ça termine toujours par une catastrophe, un holocauste. C'était le cas dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut des personnes comme Célestin Léduc, il y en a eu beaucoup, heureusement, pour fédérer et pour relancer une idée et amener à ce que les gens pensent beaucoup plus, d'une façon générale, que égoïstement. Et Célestin Léduc, je crois qu'il n'a pas réfléchi, c'est venu comme... il était habitué depuis, je dirais, son enfance à penser aux autres. Je crois que on peut le définir comme ça. Il n'était pas égoïste, il pensait beaucoup aux autres et il faut effectivement des personnes comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut honorer ce genre de personnage et s'accrocher à ça. Il faut aller chercher les témoignages, chercher les documents. C'est un travail de recherche important. Mais bon, c'est intéressant. Et quand on recherche, on pense forcément à ce genre de personnes. Et ça nous lance, ça nous aiguille, ça nous met sur les rails pour arriver à quelque chose. Donc son destin, c'est un petit destin local, hein, c'est pas dans l'histoire nationale, mais c'est toutes ces petites histoires avec un petit H qui font la grande histoire et qui fait que ensemble on peut avancer.